Il est 7 heures du matin. On est le 24 janvier 1989 et une foule s'agglutine et hurle hors des murs de la prison Florida State Prison dans la ville de Stark, en Floride. C'est le jour de l'exécution tant attendue de Ted Bundy. Dans l'État de la Floride, où la sentence fut finalement exécutée après que le prévenu ait passé près de 10 ans dans les couloirs de la mort. L'exécution et tout le procès de Ted Bundy ont fait un tapage médiatique inimaginable, jusque-là jamais constaté dans l'histoire américaine. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui fait autant de stupéfaction, de fascination? Qu'est-ce qui a autant tenu le monde en haleine dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui fait que l'être humain soit autant captivé par le crime et plus particulièrement par les histoires sordides comme celle de Ted Bundy et de ses victimes? Plus profondément encore, qu'est-ce qui fait qu'un être humain en surface, en apparence normale, puisse devenir un esprit aussi torturé, capable d'actes aussi infâmes et horribles que ceux de Ted Bundy? Est-ce qu'on est meurtrier ou agresseur? Est-ce qu'on le devient? Comment? Autant de questions et beaucoup plus encore auxquelles je vais répondre au mieux de mes connaissances dans ces 2 premiers épisodes et plus largement dans tous les épisodes du Psychocrime podcast. Mais répondre à ces questions-là, ce n'est pas une mince affaire. C'est un casse-tête. Tout un casse-tête. Pour commencer, je vais donc remonter à rebours l'histoire de Ted Bundy et me rendre jusqu'à son adolescence, son enfance et même avant qu'il ne vienne au monde. Parce que le but, c'est de parler de ce qu'on a très peu entendu parler dans tous les livres, séries, films et podcasts qui ont porté sur Ted Bundy, c'est-à-dire son enfance, sa petite enfance et son développement précoce. Comme psychologue, il m'importe plus que tout d'apporter une perspective scientifique globale et approfondie au cas de Ted Bundy. Le but étant de découvrir quels sont tous les éléments qu'on puisse identifier et qui auraient pu entrer en ligne de compte, contribuer au développement des troubles de l'individu. On sait aujourd'hui, grâce à la science et à la recherche depuis plusieurs dizaines d'années, que la cause des comportements sadiques et destructeurs adoptés par les meurtriers en série n'est jamais unique ni simple. Il s'agit d'une combinaison complexe de facteurs psychologiques, socio-économiques, culturels et neurobiologiques. Sans plus attendre, on se lance dans cette analyse approfondie de Ted Bundy. Bon épisode. Trigger warning, traumavertissement. Dans ce podcast, je vais aborder des sujets particulièrement souffrants ou sensibles. L'écoute reste à l'entière discrétion de l'auditeur ou de l'auditrice. N'hésite pas à arrêter ou à demander de l'aide en cas de besoin. J'ai mis des ressources en description. Je ressens une profonde empathie pour les victimes et leurs familles. C'est pour ces personnes que je fais ce podcast. En tant que psychologue experte des traumatismes, je sais à quel point les victimes et leurs familles ressentent souvent une grande culpabilité et ont le besoin viscéral de comprendre. C'est pour cette raison que j'accomplis cette mission. J'ai effectué des recherches rigoureuses dans ce projet et mes sources scientifiques sont présentées à chaque épisode. La liste exhaustive des références est disponible sur le site web du podcast. Le cerveau humain est extrêmement complexe et je me fais un devoir de partager les connaissances scientifiques les plus récentes sur le sujet. Mais il faut se rappeler que comprendre les actes, ce n'est jamais les excuser ou les justifier. Dans ce podcast, j'adopte une posture de chercheuse, d'investigatrice et de clinicienne. Je présente des hypothèses et je commente les informations publiques, mais je ne peux pas me prononcer sur des impressions cliniques ou des diagnostics parce que je n'ai pas moi-même conduit d'évaluation diagnostique sur ces individus. Je veux faire émerger des prises de conscience, des réflexions et apporter des pistes de solutions pour permettre de prévenir, de changer les choses, d'éviter le pire, même si parfois c'est impossible et que l'inévitable reste inévitable. N'oublie pas de liker, partager, commenter et t'abonner. Bon podcast!
Ma passion, les casse-têtes. Mais mon préféré de tous, c'est le mystère irrésolu du cerveau humain. Plonge avec moi dans une analyse pointue, rigoureuse et scientifique des esprits les plus torturés. Je suis Dr Véro Ménard, psychologue. Bienvenue au Psychocrime Podcast. Bienvenue au tout premier épisode du Psychocrime Podcast. Durant les 2 premiers épisodes du podcast, je vais me consacrer à l'analyse de Ted Bundy. Pour ce premier épisode-ci, on va se plonger dans les facteurs de prédisposition, les facteurs de stress et les déclencheurs qui ont pu forger l'esprit tordu de Ted Bundy et qui ont pu l'amener à commettre des crimes odieux comme il en a fait. Bundy est mort, exécuté sur la chaise électrique le 24 janvier 1989. Par contre, cette date-là aurait dû survenir beaucoup plus tôt dans son histoire, si ce n'avait été que des multiples reports qu'il a obtenus grâce à sa grande connaissance du système judiciaire qu'il a su exploiter pour repousser sans cesse l'inévitable. Mais pourquoi son exécution a justement été reportée autant de reprises? Parce qu'il faut savoir qu'entre 1979 et 1989, il a obtenu de très nombreux reports de ses procès et de la date d'exécution grâce à des manœuvres légales, mais assez douteuses. Par exemple, en 1986, qui aurait dû être la date de son exécution, il a obtenu un sursis de la part de la Cour d'Atlanta, qui a suspendu temporairement son exécution pour permettre un examen plus approfondi de son dossier. Ses avocats contestaient la légitimité du procès qui a eu lieu en lien avec les meurtres et les tentatives de meurtre de la sororité du Chi Omega. Ces multiples reports-là s'expliquent par plusieurs raisons. D'abord, ces avocats ont mentionné qu'il y aurait eu des erreurs. Donc, il y a eu des supposées erreurs de procédure. Par exemple, on a argumenté que le procès avait été injuste, qu'il y avait eu une multitude d'erreurs, qu'il y avait, par exemple, eu des problèmes dans la gestion des preuves, dans la sélection du jury, en remettant toujours en cause l'enquête puis l'équité du procès. Il y a eu aussi une prétendue incompétence mentale, donc les avocats ont fait valoir que Ted Bundy n'était pas en mesure de se représenter tout seul et que le fait qu'il l'ait fait, qu'il l'ait demandé, aurait compromis son droit à un procès juste et équitable. Ensuite, les avocats et Ted Bundy ont décidé de faire une quantité infinie, une multiplication des procédures, des appels. Donc, Bundy a multiplié les recours en justice dans les différentes juridictions en contestant toutes sortes de choses, là, en nommant que ses droits constitutionnels avaient été lésés, en multipliant les demandes, et ça dans des différents comtés, des différentes juridictions, mais ça a permis de rallonger de beaucoup. D'autre part, vers la fin de son parcours, il a fait de nombreuses tentatives de négociation. Il a tenté de négocier, de donner des informations à propos de meurtres irrésolus en échange d'un délai supplémentaire. Et si cette procédure-là n'a pas fonctionné, à proprement parler, il reste quand même qu'on doit étudier les papiers, la demande, le dossier. Ça fait en sorte qu'effectivement, ça a été rallongé. Tout au long de ses procès et de son incarcération, Ted Bundy a cultivé avec soin son image médiatique. Il affectionnait particulièrement à être sous les projecteurs. Il était charismatique, intelligent, particulièrement séducteur. Donc, il savait manipuler les médias pour détourner, pour obtenir toute l'attention sur lui. Peu avant son exécution, il parlait de lui-même dans les interviews à la troisième personne, un détachement qui reflétait peut-être toute la complexité de sa psyché. Était-ce pour se distancier de ses actes, pour les nier, par dissociation? Ou était-ce une fragmentation de sa personnalité? 3 jours avant son exécution, donc le 21 janvier 1989, Bundy a enfin confessé être l'auteur de plus de 30 meurtres qui auraient été commis entre 1973 et 1978.
Ce moment-là a marqué ça a marqué un tournant dans la compréhension qu'on avait de son parcours criminel. Plusieurs études, plusieurs professionnels se sont penchés sur son cas, intéressés à comprendre ce qui l'avait motivé à commettre de telles horreurs. Entre autres, il y a une étude de Cameron et Ray Straw qui a permis de dresser une ligne du temps précise de son histoire et un profil psychologique détaillé. Selon cette étude-là, ses motivations étaient purement liées à des fantasmes sexuels. Bundy attribuait ses actes à une espèce d'entité qui le possédait, selon ses dires, affirmant qu'il n'aurait jamais été capable de commettre des actes de la sorte sans la présence de cette entité-là ou la consommation de substances comme l'alcool, par exemple. Il attribuait également ses crimes à une consommation excessive de pornographie qu'il aurait commencé dès son tout jeune âge. Cette explication-là, bien que plutôt déconcertante et douteuse, a quand même façonné la manière dont les chercheurs ont analysé ses motivations. Toujours selon la même étude, Bundy serait classé dans la typologie des tueurs qu'on appelle pouvoir-contrôle. C'est un modèle qui nous provient de Holmes et de Burgers, que j'analyserai d'ailleurs plus en profondeur dans une autre vidéo du podcast. Mais selon ce modèle-là, ce type-là, les tueurs pouvoir-contrôle, sont des tueurs de type organisé, obsessionnel, souvent manipulateur ou charismatique. Le contrôle est au cœur de leur action, bien plus que la satisfaction sexuelle à proprement parler. Bundy, par exemple, prenait des polaroïdes de ses victimes, une espèce de moyen de conserver un trophée de son acte. Ce besoin de contrôle et de domination transparaît à travers ses actions, avant et après les meurtres. Après s'être évadé, pas une, mais 2 fois, du système carcéral, il a finalement été arrêté pour une 3e et dernière fois en février 1978. À ce moment-là, Bundy est accusé des meurtres des 2 femmes, la sororité de Chi Omega, et de tentatives de meurtre sur 3 autres femmes. Il sera officiellement, formellement reconnu coupable de ces 5 crimes-là le 24 juillet 1979 et c'est là qu'il obtiendra comme conséquence la peine de mort. En 1980, alors qu'il est déjà incarcéré pour les autres crimes, Ted Bundy est condamné à mort une 2e fois pour le meurtre de la petite Kimberly Leach. C'est fascinant de constater combien il y a d'informations contradictoires qui circulent à propos des crimes de Bundy, notamment en ce qui a trait à la quantité de meurtres qu'il aurait réellement commis. Au total, il y a 25 noms de victimes qui seraient officiellement associés à lui. Par contre, lui-même en a avoué plus de 30. Et ce qui est intéressant, il y a plusieurs experts en criminologie et en psychologie qui se sont prononcés, qui l'ont soit évalué ou qui ont évalué son cas, et qui affirment qu'il aurait probablement commis plus de 100 meurtres, en fait. Certains professionnels vont parler qu'il aurait commencé sa carrière de meurtrier dès l'âge de 15 ans. Et cette hypothèse-là, je vais l'explorer un petit peu plus tard quand on va regarder son développement, justement, durant l'adolescence. Et pourquoi il y a autant de disparités entre les chiffres concernant les victimes de Bundy? Ben d'abord, il y a certaines victimes qui n'ont jamais été identifiées. Il y a d'autres victimes qui n'ont jamais été retrouvées. Et il y a des corps qui ont été retrouvés, mais qu'on n'a pas pu obtenir. On se rappelle, dans les années 70, la qualité des preuves du criminel-légal était beaucoup moins forte que ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, avec l'analyse de l'ADN. Donc, on n'a pas réussi à associer le meurtre à Bundy officiellement. D'autre part, Bundy manipulait souvent les informations, il manipulait ses aveux, donnait des détails incomplets, donnait des détails flous. Ça a compliqué les enquêtes, il a menti, changeait d'avis, changeait d'informations. Il manquait ou ignorait certains détails concernant ses victimes, même leur nom. Certains meurtres aussi de cette période-là, qui sont restés irrésolus, on peut penser qu'ils soient attribués à lui. Je n'entrerai pas dans les détails sordides des actes violents qu'il a commis, sauf, par exemple, dans
le segment que j'ai appelé Modus et bouche cousue, qui parle vraiment du modus operandi qu'on verra au 2e épisode, quand les informations sont pertinentes à la compréhension clinique de la psyché du tueur. Mais autrement, mon objectif, c'est pas de sensationnaliser ces crimes, et les crimes de personnes d'ailleurs. Au contraire, je suis ici pour analyser avec rigueur scientifique, mais surtout avec respect. Je tiens, mordicus, à honorer la mémoire des victimes et à respecter les survivantes, respecter les familles, les proches des victimes. Donc, avant d'aller plus loin, je propose d'observer 1 minute de silence en leur mémoire. Quand je prends conscience de la liste des victimes, et ça, ce ne sont que celles qu'on connaît ou qu'on a officiellement attribuées à lui, je ressens une profonde tristesse et un frisson d'horreur. Non seulement pour toutes ces vies brisées, mais aussi pour celles qui ont survécu et qui, encore aujourd'hui, portent le poids insurmontable, incommensurable de traumatismes graves, donc les survivantes, mais leurs familles aussi. Donc à toutes ces personnes, j'adresse mes pensées les plus sincères, toute mon empathie et tout mon amour. Maintenant, revenons en arrière. Avant que Ted ne devienne le tueur qu'on connaît, que s'est-il passé dans sa vie de jeune adulte, dans son adolescence, mais de manière encore plus importante, dans son enfance, qui l'a mené sur une voie aussi destructrice? Ce segment-là, c'est peut-être le plus important, le plus déterminant de l'histoire de Ted Bundy. C'est une étape charnière qui souvent a été négligée par les nombreux ouvrages, émissions, podcasts, films qui ont porté sur lui. La plupart des récits vont soit ignorer ou minimiser cette période-là et parfois vont véhiculer même des informations qui sont fausses. Ce silence-là peut s'expliquer peut-être par le fait que Bundy lui-même faisait un déni profond de cette période-là. Il semble avoir cherché à dissimuler, à embellir ou simplement carrément à effacer les souvenirs de ses premières années de vie. C'est un comportement qui est fréquent quand l'enfance est marquée par des traumatismes psychologiques et physiques profonds. Donc commençons avant même la naissance de Ted Bundy. Sa mère, Eleanor Louise Cowell, une jeune femme de 22 ans, brillante, assidue dans ses études, dévouée à sa communauté religieuse. Elle incarne l'image de la perfection qui était valorisée à cette époque-là. Mais cette façade dissimule des tensions, des traumatismes, des souffrances profondes. D'abord, son rêve de poursuivre ses études s'effondre lorsqu'une bourse universitaire qui lui aurait été en fait absolument nécessaire pour poursuivre son rêve est finalement attribuée à une autre jeune étudiante. Ce coup dur ne fait que s'ajouter à une réalité familiale déjà fragile.
une précarité économique, des manifestations de violence familiale, d'abus de pouvoir, de consommation excessive, d'alcool et de nombreux troubles mentaux qui règnent dans le foyer familial. Dans ce contexte-là, Louise tombe enceinte. Le père, qui demeure inconnu, et les spéculations sont nombreuses, se heurte à la rigueur des années 40, une ère où les commérages faisaient office de vérité dans les quartiers américains. À 22 ans, célibataire, très religieuse, très croyante, venant d'une famille dite respectable, Louise fait face à une situation absolument intolérable. Elle cherche à interrompre sa grossesse par elle-même, mais son initiative échoue. À mesure que sa grossesse devient de plus en plus visible, elle est soudainement mise à l'écart de l'Église et même son club religieux, de laquelle elle est responsable, l'expulse. Des lieux qui étaient importants pour elle, où elle trouvait une source de soutien et de respect. Accablée par la honte, elle est envoyée par sa famille, par son père, à la maison Elizabeth Lund for Unwed Mothers, au Vermont, un refuge pour des jeunes mères célibataires où certaines abandonnaient leur enfant à la naissance. C'était une pratique qui était courante parce que dans les années 40, aux États-Unis, c'est quelque chose qui était inacceptable d'avoir un enfant quand on n'est pas marié. Le 24 novembre 1946, elle donne naissance à un fils qu'elle nommera Theodore Robert Cowell. Par contre, Louise va quitter la maison Elizabeth Lund en laissant son enfant à la garde des sœurs. Elle l'abandonne dans ce foyer-là, et ça pendant 3 mois. Par contre, son père, qui tolère mal la honte sociale et les ragots, ordonne à sa fille, 3 mois plus tard, d'aller chercher l'enfant. Et il imposera à ce moment-là un mensonge familial important, c'est-à-dire que Théodore sera élevé comme étant le fils de Samuel et de sa femme Eleanor, et donc Louise deviendra, aux yeux de tous, sa sœur. C'est comme ça qu'en février 1947, que Théodore réintègre le foyer familial sous une fausse identité. Dès ses premières années, l'environnement de Ted est marqué par une violence omniprésente. Son grand-père, Samuel, bien qu'à l'extérieur il soit perçu comme un homme bienveillant, comme une autorité, comme un homme respectable, dans l'intimité, c'est un homme colérique, explosif, sadique et dominateur. Plusieurs témoignages dépeignent un homme qui abuse de l'alcool, qui est sujet à de fréquents accès de rage. Il semble y avoir un climat de terreur qui règne en permanence dans la maison. Une violence dirigée principalement envers sa femme et parfois envers ses filles. Samuel possède également une importante collection de matériel pornographique à tendance sadique ou violente, à laquelle Ted, on ne sait pas exactement comment, aurait eu accès très tôt dans son développement. Exposer un jeune esprit à ce genre de contenu-là peut avoir des répercussions considérables sur son développement psycho-affectif. Et ça, je vais en reparler au cours du segment sur les traumatismes et les violences. La figure maternelle, donc ce qui fait office de maman, pour lui, à cette époque-là, c'est complexe, c'est ambivalent. D'abord, c'est Eleanor qui représente sa mère, mais qui est en réalité sa grand-mère. Elle souffre de troubles mentaux importants. À ce moment-là, on la diagnostique comme atteinte d'un trouble bipolaire, mais on sait bien que dans les années 40, la santé mentale et les processus d'évaluation n'étaient aucunement rendus là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle aurait peut-être eu le mauvais diagnostic. On sait aujourd'hui qu'elle avait certainement des troubles anxieux. Par exemple, elle souffrait d'agoraphobie, elle ne sortait pas du tout de la maison. Et elle avait probablement des troubles dépressifs. Elle a été traitée par électrochoc, un traitement qui était courant à l'époque, mais souvent traumatique et peu adapté si effectivement elle avait été atteinte d'un trouble bipolaire. Elle devient donc apathique, complètement amorphe, profondément déprimée. Elle passe ses grandes journées seule à la maison, sans dire un mot, à fixer le vide, sans interaction sociale, renfermée dans sa propre détresse. Quant à Louise, la mère de Ted,
Ses tentatives précédentes pour se débarrasser de lui reflètent un désintérêt, une froideur qu'on peut interpréter comme un détachement émotionnel important. Comment un enfant peut-il se développer sainement dans un environnement si hostile où même les figures d'attachement semblent absentes ou dysfonctionnelles ou souffrantes? Un des événements les plus troublants rapportés au sujet de Ted durant ses premières années, c'est survenu lorsqu'il avait environ 3 ans. Sa tante se réveille durant la nuit entourée de couteaux, Ted se tenant à quelques centimètres de son visage et l'observant en silence durant son sommeil. Cet acte, aussi étrange qu'effrayant, ne peut être que le signe précurseur d'un traumatisme psychologique profond, ancré dans un contexte familial, toxique, où les repères affectifs et moraux sont flous ou carrément absents. C'est dans cette atmosphère saturée de non-dits, de violences cachées et de mensonges que Ted Bundy fait ses premiers pas. Durant cette période-là, un incident se produit également sur le petit Ted, c'est-à-dire qu'il sera atteint d'une importante blessure à la tête. On ne sait rien quant aux circonstances, sur comment ça s'est passé, mais plus tard, il dira avoir reçu accidentellement un morceau de bois 2x4 sur la tête. Mais on ignore si c'est vrai. Mais toujours est-il qu'il a eu une importante blessure à la tête dont il portait encore la cicatrice à l'âge adulte. Peu avant l'âge de 5 ans, Ted Bundy et sa mère quittent la maison familiale en emportant avec eux une lourde honte. Afin de fuir les regards et les jugements, Louise décide de changer leur identité, de changer leur nom et de s'installer temporairement chez un de ses oncles. C'est là que Ted a pour la première fois de sa vie des contacts avec un autre enfant de son âge, son cousin, un enfant qu'il va jalouser pour sa situation financière, la présence de son père, la relation qu'il a avec d'autres enfants, par exemple. Peu de temps après, Louise épouse un homme, Johnny Bundy, qui adoptera légalement Ted et lui donnera son nom de famille. Ted n'acceptera jamais cette nouvelle figure paternelle. Il va commencer à ressentir une jalousie croissante face à Johnny qui, dans sa tête de petit enfant, lui vole du temps et l'attention de sa mère. D'ailleurs, elle tombe enceinte rapidement après leur union et malheureusement souffrira beaucoup d'une fausse couche, psychologiquement et physiquement. À ce moment-là, Ted croit que Johnny est responsable de cette souffrance-là et il éprouve du ressentiment à son égard. Johnny, quant à lui, ne montre pas beaucoup d'affection, d'intérêt, se contentant de faire travailler Ted sur des tâches agricoles. Et peu de temps après, le couple aura 4 autres enfants et Ted sera un peu relayé au second plan. Ted subit également quelques épisodes d'humiliation publique alors que Johnny le gronde, le punit devant d'autres enfants. Il tente de faire sa place dans la famille en aidant sa mère après les classes avec ses frères et sœurs. Et on peut dire qu'à cet âge-là, donc tout petit enfant, il n'avait littéralement aucune vie sociale. C'est aussi une époque durant laquelle il a développé des troubles du langage, notamment le fait de bégayer beaucoup. Son isolement social s'accentue, démontrant un intérêt particulier et grandissant pour la peur et des comportements qui sont de plus en plus inquiétants, comme faire du mal à des petits animaux, par exemple, ou tendre des pièges pour effrayer les autres enfants. Il se cache dans les bois, puis il surprend les enfants pour les terroriser. Il commence également à collectionner des couteaux. Il grandit et démontre de plus en plus de comportements violents envers les autres enfants, envers les animaux et d'autres comportements qui deviennent de plus en plus inquiétants. Il est pris par exemple dans les bois avec une petite fille à faire des jeux de découverte sexuelle, mais finalement il sera pris en train d'uriner sur la petite fille, une tournure plutôt inhabituelle et inquiétante. Il apporte à l'école de la pornographie violente et des couteaux qu'il cache mais qu'il tente d'échanger avec d'autres enfants. Il essaye tant bien que mal de s'intégrer aux autres,
par exemple en faisant des sports. Mais comme il est petit et particulièrement isolé, qu'il a une personnalité timide, introvertie, il est rejeté et ça n'aide en rien son intégration sociale. Il tentera également de s'intégrer au clan des scouts, mais une fois de plus, il est rejeté. Et dans ce contexte-là, il montre de plus en plus de comportements explosifs, impulsifs. Il va par exemple se faire prendre à avoir attaqué sauvagement un autre enfant qui aurait passé un commentaire sur lui. Évidemment, la période de l'adolescence n'arrange en rien l'ensemble de sa situation psychologique et sociale. Il n'a toujours pas d'amis, il n'a pas de petit ami, il se concentre uniquement à ses études. Il est intimidé par les autres enfants. Il y a même certains témoignages qui ont parlé du fait qu'il aurait été pris par d'autres enfants à se cacher dans certains placards à l'école. Certaines personnes vont dire qu'il se masturbait en cachette et il sera la risée des autres jeunes pour cette raison-là. Ils sont particulièrement durs avec lui et l'intimident fréquemment. C'est vers l'âge de 14 ou 15 ans que Ted fait une découverte macabre qui bouleverse son monde encore plus. Il apprend, en fouillant les papiers de sa mère, sa véritable identité. Il apprend que Louise n'est pas sa sœur, mais bien sa mère et qu'il est né de père inconnu. Cette révélation déclenche un profond sentiment de trahison, exacerbant son rejet et son isolement émotionnel déjà bien ancrés, des sentiments d'abandon, une absence totale de figure paternelle, d'amitié, de sens à sa vie. Ed, à cette époque-là, commence à démontrer quelques signes de déviance qui sont encore plus inquiétants que les comportements que j'ai mentionnés précédemment. On parle par exemple du fait qu'il rejetait totalement les relations sociales avec les autres. À cet âge-là, il commence par exemple à errer dans les rues environnantes de sa maison, le soir venu, pour observer les femmes dans leur douche à leur insu. Selon certaines sources, la mère de Bundy aurait même commencé à forcer les petites sœurs à barrer leurs portes lorsqu'ils étaient aux toilettes, de peur que Ted les observe ou les agresse. Vers l'âge de 15 ans, une petite fille de l'âge de 8 ans, Anne-Marie Burr, disparaît de son domicile alors qu'elle marchait vers l'école, sur une route où justement Ted était très fréquemment parce qu'il y distribuait les journaux à cette époque-là. Durant ses jeunes années d'adulte, Ted Bundy était un homme en perpétuelle instabilité. Il passait d'un emploi à l'autre, d'un logement à l'autre, d'une relation à l'autre, d'un domaine d'études à un autre, toujours en quête de quelque chose qui donne un sens à sa vie et qu'il ne parvient toujours pas à trouver. À l'âge adulte, durant cette période-là, il commence à s'impliquer activement auprès d'une église mormone de son quartier. Et il s'implique activement à un point où il se met même à enseigner aux enfants les dimanches. D'une manière assez troublante, on apprend qu'à peine un mois avant d'avoir commencé à faire ce travail-là, à s'impliquer auprès de l'Église, il a commencé à faire ses meurtres. En parallèle de son engagement religieux, Ted s'investit en politique. Pourtant, un événement personnel semble avoir un impact considérable sur sa trajectoire. Sa relation avec Diane Edwards, une jeune femme dont il se dit profondément amoureux. On ne sait pas trop si c'est vrai, mais on sait une chose par contre, il admirait profondément sa prestance, son titre, sa richesse, son statut social. Il se sentait d'ailleurs toujours inférieur à elle, incapable de subvenir à ses besoins et de répondre à ses attentes. D'ailleurs, cette relation prend fin en 1967, alors que Diane Edwards le laisse, trouvant qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il est sans ambition. Évidemment, cette rupture-là est perçue comme un échec relationnel important. Après ça, d'ailleurs, il se replie sur lui-même, se désengageant de ses études, de ses intérêts. C'est durant cette période-là
qu'il commence à commettre des crimes mineurs, des cambriolages, des vols, d'autres actes de voyeurisme. Vers l'âge de 21 ans, il se forge un certain modus operandi, c'est-à-dire que sous l'influence de l'alcool, il va commencer à se déguiser en portant des costumes élégants, en soignant ses coiffures, ce qui ajoutait un peu une notion, une dimension de plaisir, de décorum à son processus. Il avouera plus tard en entrevue que ces actes-là lui procuraient beaucoup de plaisir et une excitation, une montée d'adrénaline importante. Un ancien camarade de classe lui propose de travailler pour la campagne politique d'Art Fletcher, une opportunité que Bundy saisit avec enthousiasme. Il adore la politique pour l'aspect de prestance, la classe sociale que ça lui donne, l'impression de valoir plus, où il se sent enfin, peut-être pour la toute première fois de sa vie, quelqu'un d'important. Durant cette période-là, il s'intéresse de plus en plus à la politique, mais au théâtre aussi. Il devient intéressé à comprendre et à imiter d'ailleurs les comportements humains, les relations humaines, les émotions humaines. Progressivement, Bundy adopte un véritable masque, un personnage, en soignant son apparence physique jusque dans les moindres détails. Il avait par exemple des vêtements très chics, très beaux, et il aimait l'image de perfection qu'il projetait. À cette époque-là, il va déménager à Philadelphie chez ses grands-parents maternels. On n'a pas beaucoup de détails à propos des circonstances qui ont fait qu'il soit allé habiter avec eux pendant un certain temps, mais on peut se poser des questions quant au fait que c'est quand même le premier environnement où il a développé des traumatismes et des comportements inquiétants. À l'âge de 24 ans, Ted rencontre Lise Clifford, une secrétaire médicale et une mère célibataire. C'est grâce à elle qu'il parvient à s'inscrire à l'Université de Washington pour des études en psychologie. Ironiquement, il travaille à cette époque-là dans un centre de crise pour les gens qui ont des pensées suicidaires. Donc, il est à une époque de sa vie où il sauve littéralement d'autres vies. Et ce travail-là lui permet de développer un peu une compréhension, une compétence, la vulnérabilité humaine, les émotions. Il va augmenter ses capacités de manipulation en modifiant sa voix, en étant doux, rassurant. Vers l'âge de 26 ans, en 1972, il obtient sa majeure en psychologie. Mais la psychologie l'intéresse très peu. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est le droit. Il fait donc plusieurs tentatives pour entrer dans plein d'universités, diverses facultés les plus renommées du pays, et ça échoue. Il se voit constamment refuser, il vit ça un peu comme une série d'humiliations. Il travaille ensuite dans un hôpital psychiatrique, mais ses collègues rapportent qu'il est plutôt froid, distant et même méprisant ou manipulateur envers les patients. Peu de temps après, il va quitter son hôpital psychiatrique, il va abandonner cet emploi pour se réintégrer au milieu politique. Il est obsédé par son image de plus en plus, il veille toujours à paraître le plus parfait possible en public, charmant, élégant, cultivant une apparence de richesse avec des vêtements, un style soigneusement étudié. Par contre, en privé, c'est une autre histoire. Liz rapporte qu'il était bien différent avec elle. Il devenait violent, de plus en plus. Il consommait beaucoup. Violent psychologiquement, mais même physiquement. À quelques reprises, il l'aurait menacé de lui briser le cou. Et il lui faisait également des demandes sexuelles de plus en plus étranges, impliquant des fantasmes sexuels violents ou sadiques. En 1973, il est finalement admis, après plusieurs tentatives, à la faculté de droit de l'Université de l'Utah. À cette époque-là, il décroche aussi un emploi au département judiciaire du comté de King, où il passe des heures et des heures à étudier des rapports criminels et à se familiariser en détail avec le système judiciaire. Il commence à s'intéresser aux failles du système judiciaire en observant avec soin comment certains criminels parviennent à échapper à la justice. Un savoir qu'il finira par utiliser à son propre avantage éventuellement. C'est aussi en 1973 qu'il tente de reconquérir Diane Edwards tout en continuant sa relation avec Lise Keffler.
Il s'achète aussi à cette époque-là la fameuse coccinelle qu'on sait qui a été le lieu de plusieurs de ses enlèvements et de ses agressions. Ce retour en arrière dans sa vie sentimentale, dans son entrée dans une nouvelle phase de criminalité, annonce déjà la suite absolument tragique de son parcours et des personnes qui ont malheureusement croisé son chemin. On commence le segment, pour moi, le plus crucial de cet épisode-là, c'est-à-dire que je vais faire une analyse approfondie des traumatismes et des violences qui ont été subis par Ted Bundy au cours de son enfance et de son adolescence. Ces événements-là peuvent nous permettre de mieux comprendre comment un individu peut développer des comportements aussi déviants, aussi violents, aussi extrêmes que ceux que Bundy a eus à l'âge adulte. Avec mon expertise en traumatisme complexe à l'enfance et en troubles de la personnalité grave, je vais explorer les facteurs qui ont contribué au développement de son profil de tueur en série et de prédateur sexuel. Je tiens à rappeler que ces éléments-là, tous ces morceaux de sa vie que j'ai réunis ici en une image du casse-tête, seulement partielle, nous proviennent de sources, la plupart des témoignages, pour laquelle on n'a pas de preuve irréfutable de la véracité. C'est donc un portrait qui découle de la spéculation que je présente ici. Toujours est-il que ce portrait-là semble particulièrement cohérent avec le résultat que nous connaissons de Ted Bundy. J'interromps le podcast pour te dire que si tu as été victime de quelconque forme de violence qui soit, et ça, même si ça fait très longtemps, tu as droit à des services. Tu as droit à des indemnités. Au Québec, des organismes comme la CAVAC et l'IVAC sont là pour t'aider gratuitement avec toutes sortes de soins, de services et d'indemnités. J'ai créé d'ailleurs un programme complet de thérapie en ligne pour les victimes d'actes criminels entièrement payé par IVAC. Savais-tu que tu n'as même pas besoin de dénoncer ton ou tes agresseurs pour en bénéficier? Viens m'en parler, je peux t'aider. Va consulter mon site web au www.psytusavais.com ou ma page Facebook professionnelle, Dr Véro Ménard, psychologue. Clique ensuite sur le bouton « Envoyer un message ». Tu as le droit et tu mérites de recevoir de l'aide. Commençons par le commencement, soit la conception de Ted. Rappelons que sa mère ne voulait pas d'enfant et qu'elle était dans une situation sociale, psychique et financière rendant la venue de cet enfant-là presque impossible. J'attire l'attention ici sur le fait qu'on ne sait rien de comment cet enfant-là a été conçu. Est-ce qu'elle avait un ou plusieurs amants qu'elle devait cacher? Avait-elle un amant qui était marié, qui voulait absolument pas que ça se sache, qui faisait tout pour le cacher ou qui l'a abandonné lorsqu'il a su pour la grossesse? On sait qu'elle a menti à 2 reprises sur le nom de celui qui aurait été le père de Ted Bundy. Mais est-ce qu'elle a menti parce qu'elle-même ne savait pas le nom? Ou parce qu'elle s'était elle-même fait leurrer? Ou est-ce que le scénario est finalement encore pire que ça? Est-ce qu'elle aurait été agressée sexuellement? Certains sont même allés jusqu'à spéculer que le père de cet enfant-là aurait été le grand-père Samuel. C'est une pure spéculation, mais on sait que c'était un homme capable d'une grande violence, de tétaniser ses proches, qui était obsédé par le contrôle, qui était très impulsif, très sadique. Personne ne saura jamais la vraie histoire qui entoure la conception de Ted Bundy. Mais ce qu'on sait, les faits sont clairs. Cette jeune femme-là, à la situation précaire et qui vit dans un foyer familial violent, ne voulait pas de cet enfant-là. Elle a même tenté à 2 reprises de s'en départir,
Quand on pense au fait qu'elle a abandonné sa progéniture aux mains de purs inconnus dans le foyer pour mères célibataires, on pense bien sûr aux études qui ont porté sur le sujet de l'abandon en très bas âge. On pense aussi aux études qui ont porté sur quand un enfant a été conçu dans un contexte d'agression ou de violence. Les données sont multiples et les auteurs sont clairs. Un abandon en aussi bas âge peut avoir des conséquences dramatiques sur le développement de l'enfant et de l'adulte qu'il devient ensuite, bien sûr. Mary Ainsworth et John Bowlby, qui sont deux auteurs mondialement reconnus sur le domaine de l'attachement, dans leurs études, dans leurs écrits, vont parler des attachements précoces et de comment, quand il y a une absence de soins avec de l'affection dans les premiers mois de vie, on a des risques très accrus de développer un trouble d'attachement qui va altérer de manière très sévère le développement affectif et social de l'enfant. Ça peut avoir pour conséquence de limiter la capacité de cette personne-là, plus tard, à ressentir de l'empathie et à établir des liens affectifs stables avec les autres. Les contacts affectifs d'un donneur de soins sont absolument essentiels au développement d'un enfant. Ça va l'aider à se sentir aimé, à se sentir en sécurité, à développer des liens et de l'empathie pour les autres. Des besoins absolument essentiels au développement de l'enfant. Notons aussi qu'un trouble de l'attachement qui aurait pris naissance hâtivement à cause d'un manque crucial d'affection et de présence maternelle peut ensuite engendrer d'autres problèmes plus graves au niveau relationnel et au niveau comportemental. On sait que Ted s'est développé ensuite comme enfant dans un foyer où il y avait beaucoup de violence, où c'était très dysfonctionnel. Et ça a pu créer d'importants traumatismes chez l'enfant. On peut supposer que sa mère, qui ne voulait pas de lui, mais qui fut forcée de le reprendre au sein du foyer, ainsi que sa grand-mère, qui était en profonde dépression, particulièrement apathique, n'ont pas été toutes les deux en mesure de donner des soins, de l'affection, de l'attention, de créer des profonds et réels liens affectifs avec lui. L'affection, l'attention qui est absolument nécessaire au développement lui a probablement manqué. Une maman qui ne prend pas soin de lui, en ne lui donnant pas d'affection, qui est la plupart du temps silencieuse et apathique, et qui, de surcroît, subit des violences devant lui, ça peut s'avérer extrêmement traumatique pour un petit enfant. Donc, cet enfant-là, qui a les besoins affectifs et relationnels qu'on sait, va se rabattre sur toute figure qui peut lui donner quelque chose. Et dans son cas, ça a été son grand-père. Et il s'est retrouvé dans un foyer familial avec cette figure paternelle-là qui est extrêmement violent, qui est dirigé par son grand-père, qui est tétanisé, qui est sous l'emprise et le contrôle du grand-père. Et bien que Ted, plus tard, dans les entrevues à l'âge adulte, ait affirmé que son grand-père l'a jamais touché, il n'a jamais été violent envers lui, premièrement, on ne sait pas si c'est vrai. On ne sera jamais en mesure de vérifier que ces affirmations-là étaient vraies. Mais on sait que être exposé à la violence domestique de manière régulière a des répercussions quasi identiques à la victimisation directe. Il y a plusieurs études qui le mentionnent, qui le montrent hors de tout doute. Mettons-nous dans la peau d'un petit enfant qui est témoin de toute cette violence-là pour un instant. La figure parentale, qui est censée de nous protéger, de nous aimer, de nous fournir une source de sécurité, s'avère finalement être une source de danger particulièrement effrayante. Donc même si les gestes violents ne sont pas dirigés directement contre soi, la menace reste bel et bien réelle. Des chercheurs comme Bruce Perry, par exemple, ont démontré que l'exposition prolongée à de la violence au sein du foyer familial affectait profondément le développement cérébral et bien sûr le développement affectif et relationnel de l'enfant.
Ça crée un terreau fertile pour l'apparition de comportements antisociaux et particulièrement destructeurs ensuite. Ça pourrait également expliquer l'épisode étrange des couteaux dans le lit de sa tante. Un jeune enfant, un aussi jeune enfant, n'adopte pas des comportements violents de manière naturelle ou automatique. Ce type de comportement-là est souvent une manière pour l'enfant de sublimer ses traumatismes, de sublimer les violences qu'il observe. Donc, Ted Bundy a grandi dans un climat où la violence et le chaos étaient omniprésents. Exposer un jeune enfant à un environnement aussi dysfonctionnel a probablement eu des répercussions très profondes sur son développement psychologique. Des chercheurs qui sont spécialisés en troubles de la personnalité et en traumatismes graves ont démontré au sein de nombreuses études à répétition qu'un enfant exposé à d'aussi importantes violences et à répétition, qui plus est, a beaucoup plus de chances de développer ensuite un trouble de la personnalité à l'âge adulte. Un autre facteur qui peut avoir été crucial dans le développement de Ted Bundy, c'est son exposition précoce à de la pornographie, qui plus est, la pornographie à nature violente. Quand on combine ça à un environnement de violence et de domination, ça a probablement perverti sa vision, sa perception des relations humaines. Plusieurs études se sont penchées sur ça aussi et nous ont montré que l'exposition à des contenus pornographiques en bas âge peut gravement altérer le développement de la personnalité. Cette exposition à de la violence et à du voyeurisme a vraisemblablement initié chez Bundy des schémas de contrôle et de domination. Des caractéristiques au cœur du trouble de personnalité antisociale et de la psychopathie. Cette combinaison importante de facteurs de risque a probablement fortement influencé les déviances futures de Ted Bundy. De nombreuses études se sont penchées sur l'exposition à des contenus pornographiques et elles ont montré que ça pouvait littéralement altérer la perception des relations humaines et encourager, exacerber des pulsions violentes, particulièrement quand un enfant est privé de tout cadre parental, comme c'était le cas dans le foyer de Ted Bundy. Dr. Anna Salter, spécialiste des comportements déviants, souligne que l'exposition précoce à de tels contenus peut inciter à des fantasmes de contrôle et de domination qui évoluent ensuite vers des comportements sexuels déviants à l'adolescence ou à l'âge adulte. Ça peut avoir été le cas pour Bundy, qui plus tard dans sa vie, on le sait, associera la violence à la domination et à la satisfaction sexuelle. Le fait d'avoir vu son propre père maltraiter des animaux a également pu avoir un impact important et pernicieux sur ses perceptions et sur ses propres comportements ensuite. Rappelons aussi qu'il a subi une blessure importante à la tête au cours de la petite enfance. Ça peut avoir des impacts importants sur les comportements, mais ça, je vais en reparler durant mon segment sur les neurosciences au 2e épisode. Le petit Ted a changé d'environnement à plusieurs reprises, sans préavis et sans avoir un mot à dire sur le processus. C'est quelque chose qui est normal. Les parents ne demandent pas toujours l'avis de leur enfant avant de déménager ou de prendre des décisions importantes, mais ça peut être perturbant pour un enfant. Rappelons-nous un instant que dans la tête de cet enfant-là, ce n'est pas sa mère qui l'a arraché à son foyer, mais sa sœur. Sa sœur l'a arraché à la seule figure parentale qu'il avait investie jusqu'ici. Il a ensuite changé d'environnement et de nom, puis à nouveau changé d'environnement et a changé de nom aussi. Il s'est fait imposer une figure paternelle qui, de toute évidence, ne l'intéressait pas du tout. Il a été relayé au second plan. Puis au cours de cette période-là, il y a eu plusieurs changements majeurs, incompréhensibles ou stressants pour un enfant. Il observe sa mère souffrir. Il va se forger l'idée que Johnny est la cause de la souffrance de sa mère. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il était tout petit,
La figure paternelle du foyer représentait un grand danger et une grande violence. Donc c'est évidemment peut-être pour ça qu'il l'a diabolisé et qu'il n'a jamais forgé de lien avec lui. Mais cette personne-là aussi n'a pas démontré particulièrement d'investissement ou de gestes affectueux à son égard. C'est donc devenu une possible source de danger ou de frustration pour lui. Ted a aussi, et ça c'est un élément particulièrement important dans toute l'histoire, été victime de rejet social et ça, dès son plus jeune âge, à répétition et pendant des années. Il subissait déjà une certaine forme de négligence affective à la maison. Il a été violenté et témoin de traumatismes durant son enfance. Et en plus, à l'école, il était harcelé, isolé, notamment en raison de ses troubles de langage, son bégaiement, son manque d'habileté dans le sport, son tempérament, sa personnalité un peu étrange et introvertie. L'intimidation à l'école exacerbe souvent le sentiment d'impuissance et d'isolement d'un jeune, et ça peut aggraver de manière notoire les tendances antisociales. Le rejet social, comme l'a démontré Erickson dans ses théories, ses études sur le développement de l'identité, à l'adolescence peut installer un sentiment d'isolement et d'impuissance particulièrement fort chez un individu. Pour Bundy, ce rejet a possiblement provoqué un effondrement identitaire, exacerbé aussi son besoin de contrôle, son désir de revanche, des besoins qui l'a fini par répondre, par exprimer de manière très extrême et violente plus tard. Des recherches qui ont porté spécifiquement sur les tueurs en série indiquent que le rejet social durant l'enfance et l'adolescence, c'est un facteur de risque important pour l'émergence de comportements antisociaux. D'autres études scientifiques suggèrent que lorsqu'un enfant adopte des comportements particulièrement violents durant l'enfance, ainsi qu'il a des difficultés à réguler ses émotions, ses impulsions, ça peut être le signe précurseur d'un trouble de personnalité en émergence. Et plus tard, au cours de l'adolescence, on verra d'ailleurs que c'est là qu'on observe les premiers signes d'un trouble de personnalité antisocial. D'ailleurs, des comportements que Ted Bundy avait durant l'adolescence et durant l'enfance, le fait de faire mal à des animaux, de surprendre les autres enfants et de tirer du plaisir de faire du mal, sont aussi des signes précoces d'une psychopathie en émergence, par exemple. L'esprit humain est complexe. Et comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, trouver une seule source à des troubles aussi complexes que ceux qu'on parle aujourd'hui, par exemple la psychopathie, le trouble de personnalité antisociale ou narcissique, c'est littéralement impossible. On constate souvent, dans la science, mais en clinique aussi, que ces troubles-là exacerbent, provoquent, déclenchent des facteurs de stress, des déclencheurs qui eux-mêmes exacerbent des souffrances et des manifestations des troubles. Plusieurs études se sont penchées sur les enfants qui avaient vécu dans des milieux familiaux violents et elles ont démontré que les facteurs précoces vont souvent déclencher d'importantes difficultés sociales par la suite. Et ça semble avoir été le cas pour Ted Bundy, qui avait particulièrement des grandes difficultés d'intégration à l'école. Mais le fait d'être rejeté à l'école, plus encore intimidé, violenté en milieu scolaire et à répétition durant des années et des années, exacerbe très certainement un sentiment d'isolement et de souffrance chez l'enfant, qui devient alors un facteur de risque et un déclencheur pour d'autres comportements problématiques. Donc le fait de s'isoler encore plus, une accumulation de frustration, de colère, de rage et des comportements explosifs ensuite. Les enfants violentés, les enfants vulnérables, souffrants, sont souvent pris dans un tourbillon, un genre de cercle vicieux infernal qui s'envenime constamment. Et de cette spirale infernale et possiblement des facteurs familiaux, précoces, violents,
auxquels Ted a été exposé, on observe une incapacité chez un individu, par exemple, à ressentir de l'empathie pour les autres. Une incapacité à tisser des liens profonds et réels avec les autres. Et ça, c'est des facteurs précurseurs, par exemple, du trouble de personnalité antisociale et de la psychopathie. Pour pallier, le jeune peut commencer à tisser des liens superficiels avec les autres, à mentir, à tromper pour obtenir ce qu'il veut. Comportement violent, à tirer du plaisir, de faire du mal aux autres. Et ça aussi, c'est des précurseurs de troubles, par exemple le trouble de personnalité narcissique ou antisocial. Au cours de l'adolescence, Ted subit plusieurs humiliations. D'une part par son beau-père qui tend à le punir et l'humilier devant les autres, mais aussi et surtout par d'autres jeunes à l'école, et ça dans différents contextes, dans différents milieux même. Les études qui portent sur les meurtriers en série dénotent souvent une présence importante de différentes formes d'humiliation. Et il y a bien souvent la présence d'une ou deux figures parentales. Souvent, c'est la mère, une figure parentale qui est particulièrement dominante. De cette expérience d'humiliation, le jeune accumule beaucoup de frustration, de la rage, de la haine même, un désir grandissant de vengeance. À 14 ans, lorsque Ted découvre la vérité sur son identité, sur sa mère, sur le fait qu'il n'a pas de père ou qu'il est né de père inconnu, son monde s'écroule. Une identité qui était possiblement déjà affaiblie par tous les facteurs dont on a parlé, une identité qui est chambranlante, peut s'être ainsi écroulée complètement. Un environnement de mensonges, de trahison, de tromperie, durant autant d'années, et surtout concernant des sujets aussi importants que l'identité de ses parents peut fortement contribuer à une perte de l'identité et au développement de troubles par la suite, surtout des troubles identitaires ou même de la personnalité. L'adolescence, c'est une période cruciale en ce qui a trait au développement identitaire, au développement de la personnalité, au développement social. C'est là qu'on trouve qui on est vraiment. L'adolescent a la tâche de trouver sa place dans le monde, de se sentir appartenir à un groupe, sentir qu'il fait partie de quelque chose de plus grand que lui, d'une communauté. Puis quand on regarde tous les éléments de la vie de Ted Bundy, de son enfance, de son adolescence, il s'est certainement senti très fortement rejeté, pas aimé. En fait, en y repensant, je vois absolument aucun espace, lieu ou relation où il aurait pu se sentir appartenir à un quelconque groupe ou à une quelconque identité que ce soit. Ça peut avoir des conséquences fatales sur le développement de la personnalité d'un individu. D'ailleurs, dans le domaine de la personnalité, l'adolescence est un moment où, chez certaines personnes, on peut observer l'émergence de certains comportements antisociaux. Comme le fait, dans le cas de Ted Bundy, d'avoir commencé à sortir la nuit pour observer les jeunes femmes par la fenêtre contre leur gré. Dans le cas du trouble de personnalité antisociale, on mentionne au DSM-5, le manuel diagnostique des troubles mentaux, que les comportements antisociaux, donc le manque de respect pour les lois, pour les droits, pour les autres humains, pour les structures, apparaissent normalement vers l'âge de 15 ans. Ted se serait d'ailleurs mis à adopter certains de ces comportements-là, comme le voyeurisme, les vols répétés à cet âge-là. Mentionnons d'ailleurs que certains comportements sexuels déviants, adoptés en bas âge, comme ce fut le cas pour Ted, avec le voyeurisme, mais on peut même remonter à l'épisode où il urine sur une petite fille. Quand c'est aussi précoce que ça a été démontré scientifiquement comme un possible signe d'une psychopathie en émergence. C'est un comportement fortement inquiétant auquel on devrait s'intéresser et intervenir.
C'est pas à exclure que Ted se soit senti profondément frustré, voire enragé par le rejet, par l'intimidation, par le manque d'implication, de relations et d'acceptation vécue à répétition dans ses différents milieux de vie, et que de ça, le désir, le fantasme de reprise de pouvoir, de contrôle et de vengeance soit né très tôt dans sa trajectoire. Revenons sur le fait qu'une jeune fille de 8 ans soit disparue alors qu'il était adolescent à cette époque-là. Petite fille qui passait justement sur la trajectoire sur laquelle Ted passait tous les matins. Évidemment, on ne peut absolument pas affirmer que Ted ait été coupable ou impliqué. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les enlèvements d'enfants étaient particulièrement rares. Et comme on sait que Ted est justement devenu un tueur en série et un agresseur, on peut se demander si c'est là qu'il a commencé sa trajectoire criminelle. D'ailleurs, il avait déjà commencé à reprendre du pouvoir, du contrôle dans sa vie, en faisant du mal, par exemple, à des animaux, en faisant peur à d'autres enfants. D'ailleurs, durant un interrogatoire avec un shérif, il disait que c'était pas lui l'auteur des crimes qu'on l'accusait. Mais il a dit aux policiers: lorsque vous allez mettre le grappin sur le vrai tueur, vous allez être face à quelqu'un qui a œuvré dans 6 États et qui a commis des crimes dans les 3 chiffres. C'est donc une des raisons pourquoi certains professionnels ont mentionné que Ted aurait peut-être commis plus de 100 meurtres. Qui sait donc? Anne-Marie Burr a peut-être été sa toute première victime. En récapitulant, on peut voir que l'esprit tordu de Ted Bundy s'est forgé dans un environnement où les trahisons, les mensonges, les violences familiales étaient omniprésents. Son enfance a été marquée par des ruptures profondes de liens d'attachement, un rejet social et familial, des comportements antisociaux précoces et un accès inadéquat, par exemple, à des contenus pornographiques qui ont toutes influencé ses tendances déviantes et criminelles. À cela s'ajoute une adolescence marquée par plusieurs points de rupture importants: isolement social profond, absence d'amis, de petits amis, humiliation récurrente dans différents milieux et la découverte bouleversante de sa véritable identité. Tous ces facteurs combinés ont probablement exacerbé son sentiment d'aliénation, mais aussi sa quête de contrôle et de vengeance par la suite. Pour Ted, cette période de conflit interne, d'intimidation et de frustration est devenue celle où ses comportements déviants ont commencé à émerger de plus en plus clairement. Et c'est important quand même de souligner que bien que ces expériences-là puissent expliquer en partie le développement de ces tendances psychopathiques, elles ne doivent absolument pas être considérées comme une justification de ces actes. L'être humain, on a besoin de comprendre. Et c'est pour ça que je fais cette analyse-là, pour aider à comprendre qu'est-ce qui fait qu'un esprit peut devenir aussi tordu. Pour aider à comprendre que c'est pas le fruit du hasard ou d'une possession ou d'un esprit, mais bien la combinaison de facteurs multiples. D'ailleurs, le cas de Ted Bundy illustre la complexité de l'être humain, où les interactions entre les traumatismes précoces, l'environnement dysfonctionnel au niveau familial et les tensions sociales façonnent une personnalité particulièrement troublée et destructrice. Et bien que ces influences-là aient certainement contribué à l'émergence de ces comportements, il faut se rappeler aussi que chaque individu réagit différemment aux mêmes circonstances. Donc, une personne qui aurait vécu tout ce que Ted a vécu ne deviendra pas nécessairement un agresseur en série ou un meurtrier. Il n'est pas le simple produit de son environnement, mais le résultat bien unique, bien précis d'une multitude, d'une conjonction de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Et que tout ça a conduit à des actes d'une violence extrême. Ça nous rappelle la nécessité d'une prise en charge précoce des troubles, des symptômes, des signes précurseurs, des traumatismes, pour
pour éviter que des histoires aussi terribles ne se reproduisent. Au prochain épisode, j'aborderai d'autres aspects importants du cas de Ted Bundy. Je vais parler des aspects liés aux neurosciences, par exemple la génétique, l'hérédité, les déséquilibres neurochimiques et même les blessures cérébrales. Je vais parler de profils diagnostiques. Qu'est-ce que ça inclut, ces profils psychologiques-là, et comment certains psychologues, psychiatres se sont prononcés sur Ted Bundy. On va faire le tour du DSM-5 et des différents profils et diagnostics qui ont été mis pour lui. Il va également y avoir un segment que j'ai appelé Modus et bouche cousue. C'est donc un segment qui parle du modus operandi du tueur et qu'est-ce que cette manière de procéder-là nous apprend sur lui, sur sa psyché, sur son fonctionnement psychologique. Enfin, il y aura ce que je crois qui est le segment le plus important. Qu'est-ce qu'on peut tirer de leçons sur ce cas-là? Qu'est-ce que ça a changé dans le monde de la justice pénale, dans le légal, dans le psychologique, dans le criminel? Qu'est-ce qu'on a tiré comme société, comme conclusion, comme apprentissage, comme croissance post-traumatique de cet épisode épouvantable de l'histoire humaine? Je t'invite donc à partager tes commentaires, tes questions, ton avis. Est-ce que tu as appris des choses dans cet épisode-là? Est-ce que tu es intéressé à voir la suite? N'hésite pas à me mettre un like, à partager, à mettre des étoiles selon la plateforme que tu écoutes et à partager tes commentaires, ça m'intéresse. À bientôt!